Bonjour à tous. Correction des exercices supplémentaires sur les interactions électrostatiques pour ceux qui les ont vus et qui voulaient s'entraîner. Je donc corrige ces exercices-là. Alors, le premier exercice, je l'aime bien celui-là. C'est voilà, est-ce qu'on peut, avec une tête d'épingle, soulever la tour Eiffel? Donc, on a deux têtes d'épingle, une qui est fixée sur la tour Eiffel. Donc, voilà. Bon, je vous fais la tour Eiffel, évidemment je suis hyper fort en dessin. Voilà. Ok, on va dire ça, voilà, un truc comme ça, deuxième étage, hop, troisième étage. Et là, on a une épingle. Voilà, elle est fixe. Alors évidemment, on a dévissé sur le sol la tour Eiffel. Il s'avère qu'elle est fixée au sol, la tour Eiffel. Moi, je les ai vus, les boulons, c'est assez gros boulons. Voilà, on enlève les boulons. Et puis au-dessus, on met une autre tête d'épingle à 10 cm. Voilà. Donc là, la distance ici, c'est 10 cm, c'est ça? Ou 1 cm? 1 cm. 1 cm. Voilà. Donc si on met une tête d'épingle, est-ce qu'on arrive à soulever la tour Eiffel? Alors, on va négliger la masse de l'épingle par rapport à la tour Eiffel, hein, ça ne vous dérange pas. Je pense qu'on n'est pas à ça près. Alors, évidemment, c'est pas marqué dans le texte, mais l'hypothèse, c'est que les deux têtes d'épingle sont de charge opposée. Évidemment, si elles ne sont pas de charge opposée, ça risque pas de marcher. Il faut effectivement voilà, que ce soit de charge opposée. Donc on va calculer eh bien, cette force électrostatique. Imaginons que vous êtes l'épingle numéro 1 ici, là, c'est la 1. Ici, on a la tête d'épingle numéro 2. Donc la force électrostatique, finalement, que 1 exerce sur 2, ça va être égal, toujours pareil, c'est dans la même formule, donc K fois, alors, la charge de la 1 fois la charge de la 2, Q1 fois Q2, divisé par la distance donc de 1 cm au carré. Alors Q1, Q2, bon, bah, c'est égal à Q, en fait, c'est la même charge. Alors, ouais, ok, je t'entends ici, effectivement, avec les valeurs absolues, évidemment. Voilà. Les valeurs absolues, comme ça on est tranquille. Q1 c'est Q, Q2 c'est Q, voilà. Donc finalement, ça nous fait du K fois Q carré sur D carré. Voilà. Et là, les valeurs absolues, je n'ai pas besoin de les mettre parce qu'on est au carré. Alors, ça nous fait combien tout ça? Et bien, si on calcule, ça nous fait donc K, donc du 9 fois 10 puissance 9, fois donc la charge qui est donc de 10 millicoulombs, donc 10 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré, divisé par la distance carrée, c'est-à-dire 1 cm. 1 cm, c'est 10 puissance moins 2 mètres, et elle est aussi au carré. Ce qui nous fait une force électrostatique qui est égale à 9 fois 10 puissance 9 newtons. Et à quoi on va la comparer? Pour soulever la tour Eiffel, il faut que la force électrostatique soit supérieure à la force d'attraction terrestre, c'est-à-dire au poids de cette fameuse tour Eiffel. Et bien le poids c'est P égale M fois G. Alors M c'est plutôt grand M je crois dans les données, bon bref. M fois G. La masse de la tour Eiffel, on est sur du 10 fois 10 puissance 3 tonnes. Et 10 puissance 3 tonnes, ça fait 10 puissance 6 kg. Attention à ne pas faire d'erreur de conversion. Fois G, bon je ne vous l'ai pas mis, mais G, vous savez que c'est égal à 9,81. Ce qui nous fait donc une valeur de 9,81 fois 10 puissance 7 newtons. Voilà. Donc si on regarde, si on regarde un petit peu les valeurs, donc à comparer 9 fois 10 puissance 9, et ici 9,81 fois 10 puissance 7, donc c'est-à-dire à peu près égal à 10 puissance 8 newtons, bien sûr. Eh bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la force électrostatique
sera égal à 10 fois la force gravitationnelle. Tiens, je vais mettre ça comme ça. La force gravitationnelle. 10 fois, donc est-ce qu'on peut soulever? Oui. Encore faut-il être assez fort ici pour tenir la tête d'épingle qui va permettre de soulever la tour Eiffel. Alors pourquoi on peut soulever la tour Eiffel? Voilà, un petit exercice de comparaison entre force électrostatique et force gravitationnelle. Eh bien tout simplement, ça vient de quoi? Ça vient de la valeur de la charge. On est dans l'exercice, on vous dit que Q égale 10 millicoulomb. C'est énorme. Le coulomb est une valeur qui est extrêmement petite. Pour info, je rappelle que, j'en mets partout, mais la charge élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Certes, c'est la plus petite charge qui existe, mais regardez, on est sur du 10 puissance moins 19 coulombs. Et là, dans l'exercice, on a du 10 fois 10 moins 3, c'est-à-dire du 10 moins 2 coulombs. On ne peut pas aujourd'hui mettre une charge de 10 moins 2 coulombs sur une tête d'épingle. C'est pas possible. Il y a trop de porteurs de charge, ça ne tiendrait pas. Donc effectivement, on met cette valeur-là pour vous faire réfléchir un petit peu. Et pour vous dire, bah tiens, pourquoi pas, on pourrait soulever la tour Eiffel. Voilà. Voilà donc pour cet premier exercice fort intéressant. Exercice numéro 2, l'exercice très classique qu'on a fait en cours avec les têtes, le bâton de verre et le morceau de laine. Alors, on va y passer un peu tout ça. On va reprendre une couleur un peu moins agressive que le rouge. Exercice numéro 2 de cette feuille avec des exercices supplémentaires. Alors, première question, on frotte un bâton de verre à l'aide d'un morceau de laine. Ok, donc première question, quelles particules élémentaires ont été échangées entre le morceau de laine et le bâton? Encore une fois, les seules particules échangées sont les électrons. On ne peut pas changer de proton, c'est pas possible, donc c'est uniquement des neutrons non plus. C'est uniquement les électrons. Deuxième question dans cette première question, dans quel sens a eu lieu le transfert? On vous dit à la fin que le bâton a une charge positive de plus 30 nanocoulomb, et que là c'est déjà un peu plus cohérent, nanocoulomb. Et bien donc si le bâton a une charge positive, ça veut dire que le bâton a perdu des électrons. Donc ils ont été arrachés du bâton pour aller sur la laine. Donc il a perdu des électrons. Justement, deuxième question. Dans cette deuxième question, est-ce que la laine a été électrisée? Bah oui, forcément. Elle a récupéré, préciser la charge qu'elle porte. Bah, la laine a une charge négative parce qu'elle a récupéré, il n'y a pas d'accent circonflexe. La laine a récupéré les électrons et donc la laine est chargée négativement. Troisième question. On approche le bâton de verre électrisé par frottement d'une petite boule en aluminium électriquement neutre suspendue à un fil. On établit le contact entre la boule et le bâton, expliquer l'électrisation qui en résulte au niveau microscopique en schématisant le phénomène. Alors, dans cette question-là, moi, ce que je voulais faire, c'est déjà, voilà, la première étape, en fait, on approche cette baguette qui est chargée positivement, je vais même changer de couleur, hop. Ouais, donc là, c'est un gros plus. Voilà, ça. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la boule? Eh bien, on va avoir un côté de la boule qui va récupérer toutes les charges plus, qui va se charger ici plus, et on va avoir de ce côté-là des charges négatives qui vont se déplacer. C'est ce qu'on appelle l'établissement d'une polarisation instantanée et d'un dipôle instantané. Et donc là, vous allez avoir la boule qui va être attirée par le bâton jusqu'à ce qu'il y ait contact. Et lorsqu'il y a contact, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un transfert de charge. Alors,
le bâton est toujours chargé positivement, il a perdu pas mal d'électrons, et vous allez avoir donc, toujours ici des petits plus comme ça, et vous allez avoir un transfert de charge négative, donc transfert d'électrons qui vont passer par contact ici dans le bâton, mais vraiment il n'y en a pas beaucoup, et ça ne va pas changer finalement la charge globale finalement de ce bâton. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut expliquer l'électrisation qui en résulte au niveau microscopique en schématisant le phénomène. Et donc finalement, la boule va perdre les petits, certains électrons, et donc la boule va se charger positivement. Si elle se charge positivement et que le bâton lui aussi reste chargé positivement, à un moment donné, la boule et le bâton vont se repousser. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut expliquer dans la question 4. Dans la question 4, vous allez avoir donc à expliquer le mouvement de la boule après le contact avec le bâton électrisé. Et là aussi, il faut schématiser tout ça. Bien, vous allez avoir donc une boule qui va être chargée positivement parce qu'elle a perdu par contact des charges négatives vers le bâton. Le bâton, lui, il est toujours chargé plus, effectivement. Et donc, vous allez avoir deux charges de même signe se repoussent. Et donc, hop, voilà. Donc, la boule va s'éloigner. Bon, d'ailleurs, la flèche est mal faite ici, pardon. Donc, la boule, hop, s'éloigne comme ça. Voilà pour l'exercice 2. Vous voyez, pas de calcul, que de la réponse rédigée. Dernier exercice. Exercice donc numéro 3. Alors, dans cet exercice numéro 3, c'est le fameux carillon électrostatique que je voulais vous montrer en classe. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le matériel à temps, mais promis, je vous le remets en place si on rentre un jour. Alors, première question. Une boule conductrice suspendue à un fil est placée entre deux plaques, patati patata. Première question. Pourquoi, au départ, la boule non chargée électriquement est-elle attirée par la plaque positive? Eh bien, elle est attirée par la plaque positive parce que elle est plus proche. Hein. Dans le texte, vous pouvez voir que la boule est volontairement placée plus proche de la plaque positive, plaque plus. Donc, elle va se diriger par là. Alors, pourquoi elle se dirige par là? Tout simplement parce qu'il y a, comme dans les expériences, avec le bâton, quelle que soit suivant la nature du bâton, soit on arrache, soit on dépose des électrons par frottement, mais le principe reste le même sur la boule. C'est-à-dire que il y a une électrisation instantanée qui se fait dans la boule, comme dans l'exercice précédent. Et bon, voilà, elle est plus proche de la plaque plus, donc ce sont les électrons de la boule qui vont être attirés par cette plaque plus et qui vont faire déplacer la boule. Bon, là, normalement, vous devez savoir expliquer ça. Deuxième question. Pourquoi la boule est-elle repoussée après ce contact? C'est toujours la même chose. Donc, après contact, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, pendant le contact, on a un échange, je dirais même un transfert d'électrons qui passe de la boule vers la plaque plus. Ce qui veut dire que la boule, elle devient chargée positivement, d'accord? Et si elle devient chargée positivement, eh bien, elle est repoussée par la plaque plus, la plaque qui est positive. Alors cette plaque, elle est chargée positivement assez fortement. C'est pas les quelques électrons de la boule qui sont envoyés qui va lui changer la charge globale. Hein. Elle est toujours chargée plus.
évidemment, bon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être repoussée par la plaque plus, parce qu'elle est chargée positivement, elle est repoussée assez fort, et puis finalement, à un moment donné, elle va être aussi attirée par la plaque moins, qui est donc de l'autre côté, à droite ou à gauche, peu importe. Et pourquoi appelle-t-on ce montage un carillon électrostatique? Eh bien, tout simplement parce que la boule fait des va-et-vient. Voilà. La boule fait des va-et-vient entre les deux plaques. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir sur YouTube ou sur Internet une vidéo de cette expérience-là. La boule va et vient entre les plaques. Et si vous avez une petite boule en aluminium qu'on a pu avoir en TP, eh bien vous avez un petit bruit sympa donc de carillon. Donc voilà, si on fait un petit dessin, là vous avez la plaque d'un côté qui va être là, une autre plaque ici de l'autre côté. Donc première plaque qui va être chargée ici positivement. D'accord. De l'autre côté, on est chargé négativement. Je vais faire en vert, même si ce vert-là ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Et entre les deux, vous allez avoir donc la boule, voilà, qui va faire donc des allées et des retours entre les plaques, et ça va donc faire un petit carillon électrostatique. Alors je vous ai retrouvé cette petite vidéo, je vais vous la mettre. Donc c'est sur le site WebScience. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà, donc on a le même matériel hein, au lycée, je vous l'ai montré. Et donc à un moment donné, alors lui il l'a vraiment placé au milieu, donc avec son stylo, il est obligé de déclencher un petit peu l'expérience. Et vous avez donc la boule d'aluminium qui fait des allers-retours, on le voit bien, entre les deux plaques. Voilà, avec le zoom, c'est encore plus parlant. Donc je fais ça l'an dernier avec des premières S, ça marche très bien. Alors là, on n'entend pas dans la vidéo euh, le petit bruit du carillon parce que les plaques sont tout simplement pas résonantes. Donc au lycée, c'est ça qui m'a manqué, c'est de retrouver ces plaques résonantes qu'on pouvait avoir. Donc je vous promets de faire cette expérience qui est drôle, assez simple. Et donc on a l'obtention d'un carillon électrostatique. Voilà pour la définition donc d'un carillon électrostatique. Voilà pour ces exercices supplémentaires. À bientôt.